merci aux organisateurs de nous avoir invités sur cette table ronde. Effectivement, je vais vous parler du cheval. C'était la commande et d'un peu ce qu'on fait dans cette filière. Alors, qui je suis au final pour vous en parler? Moi, je suis la directrice du pôle Hipolia. Le pôle Hipolia, c'est le pôle de compétitivité dédié à la filière équine. On est basé à Caen, mais aujourd'hui, on a un réseau de 200 membres sur toute la France. Marion en fait partie, puisqu'Ascovet sera aussi applicable dans le monde du cheval. Et on a pour ambition de positionner la filière équine française comme étant un leader en innovation dans cette filière, avec notamment un cœur battant en Normandie, parce qu'effectivement, on sait bien que la Normandie, c'est la terre du cheval. Pour autant, vu mon accent, vous vous doutez bien que je ne suis pas originaire de la Normandie. Bon, concrètement, on fait quoi et pourquoi je vous parle aujourd'hui? Le métier initial des pôles de compétitivité, c'est l'accompagnement de l'innovation dans notre domaine d'activité. Alors, vous avez plusieurs pôles ont participé aux différentes tables rondes. Il y avait Aérospace Vallée hier sur la géolocalisation. Il y a eu Eurobiomed également sur la partie sport et santé. Nous, notre spécialité, c'est, vous l'avez compris, la filière équine. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en premier lieu, on va accompagner les porteurs de projets dans leurs innovations. Et ça se traduit comment? C'est un diagnostic de leur projet. Alors, ils sont plus ou moins jeunes. Aujourd'hui, sur les 200 membres, j'ai 40% de mes membres qui ont moins de 3 ans, donc une grosse partie de start-up, si on peut appeler ça comme ça. Mais je travaille aussi avec Hermès et Decathlon, donc sur des projets un peu différemment. Mais toujours est-il qu'on va apporter un diagnostic sur ce projet. On va rechercher pour ces partenaires, pour ce membre, des potentiels partenaires, que ce soit des équipes de recherche, des équipes de recherche de financement également, d'entreprises sous-traitantes ou autres. Voilà. Selon le projet, ça va énormément varier. Et on va également labelliser potentiellement leur projet. Donc on va montrer ce projet, présenter ce projet à des experts qui vont nous dire est-ce que c'est pertinent pour la filière, est-ce que c'est innovant, est-ce que ça paraît viable économiquement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de la volumétrie des projets qu'on peut suivre, on reçoit à peu près chaque année 200 idées de projets. On en accompagne une cinquantaine, parce qu'effectivement, dès lors qu'on fait un diagnostic avec eux, on leur fait rendre compte de qu'est-ce sera le futur de leur entreprise. Et parfois, ça heurte. Voilà, c'est la vie. Il faut mieux le savoir assez tôt et se rediriger. Donc sur ces 50 projets, on a labellise à peu près entre 15 et 20, c'est-à-dire 10% en fait du volume qu'on reçoit initialement. Aujourd'hui, en tout, depuis la création du pôle, donc le pôle a été créé en 2005, on a accompagné plus de 160 projets. Voilà. Le deuxième pilier chez nous, c'est l'intelligence économique, puisque effectivement, innover sans regarder ce qui se fait en termes de publications scientifiques, en termes de brevets, en termes de produits sur le marché, c'est compliqué. Donc, sauf que nous, à côté de ça, je vous ai parlé d'Hermès et Decathlon, ça c'est pour me la péter un peu, mais sinon, la majorité de nos membres, c'est des TPE. Et autant vous dire que quand je leur parle d'intelligence économique et de veille, ils ont les yeux qui sortent, ils me disent c'est quoi, ça me sert à quoi? Donc l'idée c'est de leur proposer des modules, des bulletins de veille qui sont déjà tout préparés pour qu'ils aient plus qu'à les exploiter pour leur propre structure. On a également un observatoire sur les produits dans la filière équine, puisque jusqu'alors, il n'y avait aucune donnée. On ne savait pas combien ça représentait. Aujourd'hui, on sait que l'aspect industriel de la filière équine, ça représente plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 5 000 emplois. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on a ces données-là. Une autre action, c'est l'aspect réseau. Donc là on fait des manifestations, voilà, 200 membres, c'est important d'animer cette communauté. Et enfin le pavé rose sur lequel il y a écrit réseau, c'est pas réseau, vous vous en doutez, c'est les actions de promotion. Ça représente quasiment un quart de notre activité. Aujourd'hui, effectivement, on a une action de sensibilisation du public à l'innovation et d'appui à la commercialisation de nos membres. Voilà. Donc, c'est une équipe de 6 personnes, avec en plus un conseil d'administration et autres. Enfin, assez logique, on est une association loi de 1901. Et on a la particularité, compte tenu de la forte concentration de start-up qu'on peut avoir, d'avoir été reconnu par la French Tech l'année dernière. Et donc, on a intégré le réseau thématique sport. Donc, vous allez voir, c'est un peu la dualité que j'ai dans mon pôle, c'est-à-dire que j'ai 2 êtres vivants qui sont le cheval. Donc là, on est bien dans la santé animale. Et l'autre versant, en fait, qui est l'homme, l'humain. Et est-ce qu'on peut parler d'athlète? Ça, souvent, je me le demande, puisque c'est rare que le cavalier se considère comme un athlète. Pour autant, on peut aujourd'hui l'équiper comme un athlète de santé. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Alors, déjà, pour vous donner un ordre d'idée du marché, aujourd'hui, en France, les chevaux, c'est 1 million d'équidés, 7 millions à peu près en Europe.
Et les cavaliers, c'est 2,2 millions de pratiquants. C'est la 3e fédération après le foot et le tennis. Donc c'est une filière qui impacte. Qu'est-ce qui sont les caractéristiques de ces êtres? Eh bien, effectivement, le cheval, il a des particularités. Il va être aux yeux, en tout cas, des utilisateurs, il est rarement animal de rente, mais plutôt animal domestique. Mais heureusement, on arrive encore à lui garder ce statut d'animal de rente, puisqu'on a quand même des professionnels qui l'exploitent et qui nous permettent d'avoir des utilisations très intéressantes et de faire vivre toute une filière économique. C'est 180 000 personnes qui travaillent dans cette filière. Le cheval, c'est également des utilisations différentes. Chacun a sa vision. Le papier avec sa petite fille qui va au poney club, le parieur sur le champ de course, le cavalier qui fait les Jeux olympiques, voilà, ou le papa qui va faire sa balade tranquillement le dimanche. Donc vous voyez, on a des applications totalement différentes de cet animal. Et à côté de ça, par rapport à la santé, il a une particularité, c'est que depuis le début des années 2000, il est identifié par une puce électronique. Donc on va dire qu'on avait quand même déjà un début d'objets connectés dans ce cheval. Un autre point, j'ai fait référence de suite et vous y comprendrez pourquoi par la suite, il est accompagné toujours d'un livret d'identification qui permet de suivre un peu son activité vétérinaire. Et petite parenthèse, comme vous avez certainement dû le comprendre depuis ce matin, on est avec des animaux donc non doués de parole. Et là, les choses se compliquent, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont bien, quand est-ce qu'ils ne vont pas bien. Ils ne sont pas en capacité de faire ça. Voilà. Sur la partie sportive, et je m'arrêterai là à peu près sur cet athlète-là, on a une complexité, c'est qu'on est face à la fois avec des amateurs d'un côté, qui cherchent du plaisir, de la compétition, de la performance, et des professionnels qui cherchent aussi un revenu. Donc les mentalités et les recherches ne sont pas les mêmes. Et en plus, au final, c'est pas ça en fait mon écosystème. Mon écosystème, il est bien plus complexe. Alors, ici, il y a un parterre de vétérinaires, j'en suis ravie, mais il y a effectivement autour du cheval des professionnels de santé, aussi bien des vétérinaires, des maréchaux, des ostéos, des dentistes, voilà, sachant qu'on va de plus en plus vers une médecine personnalisée. Donc il y a des échanges qui se font dans ce sens-là. Il y a des propriétaires qui demandent à avoir des comptes, parce que ce n'est pas forcément eux qui montent le cheval, donc ils aiment bien savoir combien, est-ce que Pompon, ce matin, il est sorti, comment ça s'est passé, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va gagner la course de ce week-end ou pas. Ça, c'est une problématique. À côté de propriétaires, si on parle partie course, que je n'ai pas indiqué ici, il y a les parieurs également. Ils voient le cheval, ils aimeraient bien savoir, tiens, est-ce que Pompon, il est bien sorti correctement cette semaine ? Si je fais le parallèle avec l'autre athlète qui est l'humain, vous avez les professionnels de santé, médecins, ostéopathes et autres. Il y a tout l'entourage familial et amical qui sont là, qui aiment bien partager aussi le ressenti de la santé à la fois du cavalier, mais surtout du cheval. Il y a un coach qui va demander des informations sur le cheval, sur le cavalier, pour notamment quand on parle des cavaliers de haut niveau, quel est le meilleur couple que je dois sélectionner, qu'est-ce qu'il fera qu'on va gagner, qu'on va remporter cette médaille d'or à Rio, comment on a fait ça. Donc tout à l'heure, on a dit que les chevaux étaient équipés, mais il y a des réflexions sur comment on équipe également des cavaliers pour être sûr qu'ils soient au top de leur forme. Et enfin, il y a l'aspect un peu plus... encore une autre sphère, qui est d'un côté les détenteurs, c'est-à-dire que souvent on met un cheval dans une écurie, sauf que en tant que cavalier ou propriétaire, vous n'y êtes quasiment jamais, puis vous avez le professionnel, qui est le dirigeant de l'écurie, du centre équestre ou du centre d'entraînement, qui va avoir des retours à faire, notamment aux autorités publiques, qui va être en capacité de tenir des registres d'élevage, qui va être en capacité d'indiquer qui est dans son écurie et gérer des crises sanitaires s'il y a lieu. Donc vous comprenez la complexité dans laquelle on va évoluer. Ça démultiplie en fait par rapport à notamment de l'animal de rente classique. On va démultiplier les acteurs. Alors, pourquoi des outils d'e-santé ? Puisqu'effectivement, on commence à en avoir quand même une bonne petite tartine. Nous, on voit qu'il y a 4 grandes tendances. D'abord, le bien-être. Alors, le bien-être, on en a parlé depuis ce matin. On va essayer d'améliorer les diagnostics. Là, je vous ai par exemple... Alors,
je ne voulais pas trop faire un catalogue, mais je vous ai quand même mis quelques exemples. Vous avez en bas à gauche une société qui s'appelle ValueFit qui fait, à l'aide d'une photo de pied de cheval, qui le reconstitue pour pouvoir préconiser des fers qui correspondent vraiment au pied du cheval. Donc ça fait partie du diagnostic. Il y a l'optimisation du suivi vétérinaire, où c'est tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, c'est comment on suit réellement ce cheval, comment on récupère toutes les informations, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait des données antérieures. Je m'excuse, j'ai le micro en plein milieu de mon écran, c'est pas facile. Ensuite, on a les suivis des paramètres physiologiques en quasi continu et en temps réel, alors que ce soit sur le cheval. Là, je vous ai mis ce qu'ils appellent le body connecté, qui va permettre de suivre notamment la fréquence cardiaque du cheval au repos, quand il n'est pas en activité. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je vous ai mis également un système d'abreuvoir connecté qui va permettre de suivre exactement la quantité d'eau bue par le cheval et de pouvoir gérer différemment aussi l'abreuvement du cheval en pouvant couper en amont ou au contraire encourager l'abreuvement. Et ensuite, on va avoir tous les outils pour mieux connaître l'environnement. Alors là, ils sont encore un peu confidentiels, mais on est sur les mêmes problématiques qu'on a pu évoquer depuis ce matin. C'est comment ça se passe dans mon écurie? Est-ce qu'il y a trop de poussière? Est-ce qu'il y a trop d'humidité? Est-ce qu'il fait trop chaud, trop froid? Et comment je réagis derrière ça? Je vous ai également mis dans l'aspect mécanisation, et sachant que chez nous, dans la filière équine, c'est très compliqué. La mécanisation, la robotisation, aujourd'hui, elle est assez mal perçue par les professionnels, notamment. Non. Il y a quelques essais, il y a quelques écuries actives, il y a quelques DAC, distributeurs automatiques de concentrés, mais ça reste quand même très, très marginal. Le deuxième axe, et c'est certainement sur cet axe-là sur lequel il y a le plus de marketing, donc sur lequel on parle le plus. Après, est-ce qu'on fait le lien réellement avec la e-santé ou est-ce qu'on reste sur quelque chose autour de la performance et des orientations sportives? Là, je laisserai les vétérinaires débattre. Je ne suis pas du tout vétérinaire. Toujours est-il qu'on a plusieurs startups, ou pas, ou des entreprises bien connues, qui ont développé des systèmes qui permettent de suivre l'entraînement du cheval. Alors, ils vont le suivre comment? Ça se traduit comment? Ça se traduit par des capteurs qui sont positionnés soit dans la selle, soit dans un équipement de la selle, en général la sangle, et qui va permettre de suivre différents paramètres, aussi bien la fréquence cardiaque, mais également, et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est les déplacements des chevaux. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu que sur la géolocalisation des vaches laitières, on savait à peu près le temps qu'elles parcouraient. Nous, on cherche une précision qui est nettement supérieure, puisqu'on cherche à savoir est-ce qu'il a sauté 30 cm à droite ou à gauche de l'espace bleu sur la barre d'obstacle. Est-ce qu'il a sauté 1,50 m ou 1,55 m? Est-ce qu'il a sauté correctement avec un équilibre optimum ou est-ce qu'il a une légère désymétrie? Voilà tous les paramètres qu'on va chercher à suivre. Et c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, on a des problématiques de géolocalisation, justement, où la précision n'est pas suffisante et aussi elle n'est pas optimisée pour le passer en intérieur. C'est-à-dire que les aires de travail des chevaux se font à l'extérieur, sur des carrières, ça on le voit, mais aussi dans des manèges à l'intérieur. Et auquel cas, là, ça devient juste impossible d'avoir les données. Donc aujourd'hui, c'est des vraies techniques, des vrais verrous technologiques à lever pour pouvoir avancer et renforcer tout ça. Alors pourquoi ils sont nés, ces outils-là? Tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cheval n'est pas doué de parole. Donc voilà, ça devient compliqué de savoir est-ce qu'il va bien réellement ou pas. Et également, ça permet d'objectiver ce que ressent le cavalier. Vous avez des cavaliers qui vous disent « Ah non, mais moi je travaille ou il est bien que quand je le travaille de ce côté-là ». Quand on regarde les données, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément si clair. Donc ça permet d'objectiver les ressentis. L'objectif également, surtout sur du haut niveau, c'est la prévention des risques, notamment dans le milieu des courses, où on a beaucoup de problématiques de coups de sang. Où là, l'objectif, c'est de vraiment les entraîner au maximum de ce qu'on peut les entraîner, mais comme un athlète de haut niveau, hein, on va essayer de chercher son pic de performance et à ce moment-là, de l'amener sur les meilleures courses du monde. Et pour ça, il nous faut des indicateurs. Voilà. Alors, jusqu'à présent, les entraîneurs le faisaient avec leur œil. Maintenant, c'est leur donner des outils pour objectiver toutes ces données-là.
Et en plus, et donc ce que je disais également tout à l'heure, ces outils-là permettent de créer de la relation entre les différents écosystèmes que j'ai pu vous citer précédemment. Et ça devient très important, mais aussi très complexe à gérer d'un point de vue réglementation des données. À qui appartiennent ces données-là? Est-ce qu'on peut la diffuser? Quels sont les effets si ces données-là tombent dans le domaine grand public en dehors des propriétaires? Est-ce que ça peut être considéré comme dopage si l'un connaît les données de l'autre? Est-ce que ça peut être considéré comme atout pour parier et donc fausser les paris? C'est des grandes questions sur lesquelles il va falloir qu'on se pose et qu'on fasse évoluer les choses. Le troisième axe, c'est la sécurité du cheval. On le voit notamment dans le transport, on le voit également quand des chevaux partent, enfin des chevaux et des cavaliers partent en balade, on se demande, tiens, il est tombé où, il est parti où? On a tous malheureusement lu sur le journal, sur le Canard du Coin, attention, il y a eu un accident, 3 chevaux sont morts en face d'une voiture, en espérant que le conducteur n'ait pas été blessé. Toujours est-il que, voilà, encore une fois, on travaille sur les actions de géolocalisation, d'optimisation des alertes pour détecter les chutes et pouvoir appeler. On a également, alors ça plutôt sur la partie cavalier, on a des travaux et des projets sur la prévention de l'obsolescence du matériel. Parce qu'un casque d'équitation, une fois qu'il est tombé, normalement, vous êtes censé le changer. Sauf qu'aujourd'hui, un bon casque, ça coûte entre 200 et 400 euros. C'est pas si simple que ça, le geste ne se fait pas spontanément. Et du coup, on a des cavaliers qui partent avec des outils qui sont défaillants. Voilà. Donc ça fait partie. Et ensuite, donc, sur la partie sécurité, il y a tout ce qui est vidéosurveillance, notamment avec du traitement d'images, où on peut imaginer que demain, on sera en capacité aussi de détecter potentiellement des coliques, des chaleurs et autres sur un cheval qui est au box ou au pré, tout en restant de chez soi. Le quatrième axe, c'est la rentabilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des professionnels. On a des professionnels qui vont pas forcément au mieux aujourd'hui, pas forcément au mieux parce qu'il y a eu deux changements de réglementation forts qui ont vraiment fragilisé cette filière. En 2010, il y a eu l'ouverture des paris, c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez seulement parier sur les paris hippiques. Aujourd'hui, vous pouvez parier également sur les paris sportifs, ce qui fait que les paris hippiques ont énormément chuté. Sauf que malheureusement, c'est quand même cet axe-là qui permet de tenir toute une filière économique. Donc, ça crée un vrai premier point de fragilité. Et le deuxième est arrivé en 2014, où il y a eu un changement de législation autour de la TVA. Alors qu'on était sur une TVA à taux réduit, notamment pour les activités d'enseignement équestre, on est passé sur une TVA à taux plein, donc à 20%. Donc, ils sont passés d'une TVA, il y a eu un petit palier, en gros, ils ont fait 5, 10 et 20% en l'espace de moins de 10 ans. Quand vous appliquez ça à des amateurs, qui donc récupèrent pas la TVA, ça devient très compliqué à commercialiser. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, l'avenir et l'intégration du digital se fera aussi par un souci de recherche de rentabilité des structures. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit effectivement par potentiellement de la télémédecine, comme avec le chatbot d'Ascovet. Ça se traduit avec des nouveaux services qui sont facturables. Là, je vous ai mis une couverture connectée qui permet de suivre l'activité, le comportement du cheval et la température. On peut tout à fait imaginer qu'un gérant d'écurie de propriétaire équipe les chevaux, enfin propose à ses clients d'équiper les chevaux de ce dispositif, et ensuite il se rendra auprès du, enfin dès que quand il y aura une alerte, il ira découvrir le cheval exactement au bon moment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer facturer vers l'amateur. Également, c'est pareil, sur le même axe, l'accès aux données pour les propriétaires, notamment des chevaux de course, il y a tout un modèle économique qui réfléchit en ce sens-là. Voilà. Il y a, il y a aussi pas mal d'études, mais qui n'ont pas forcément un lien avec la e-santé, sur l'optimisation des fluides. Comment on fait pour s'assurer que la quantité d'eau est correcte dans la carrière? Est-ce qu'on a trop arrosé une carrière ou pas? Ça, chez nous, c'est des charges énormes. Et donc, il y a des travaux qui vont dans ce sens. Alors la limite, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je vous parle quand même beaucoup, ok, on a des solutions, mais il faut que la filière l'accepte. Donc je pense que vraiment le time to market est très important. Et la suite, ça sera comment on fait comprendre à nos professionnels,
Les amateurs, honnêtement, aujourd'hui, notamment sur la partie équitant cavalier, c'est 80% de jeunes filles qui ont entre 14 et 25 ans. Autant vous dire qu'elles sont toutes équipées d'un smartphone. On va y arriver, ça, j'ai pas trop peur. En revanche, sur les professionnels qui n'étaient pas du tout habitués, alors professionnels au sens large, aussi bien l'éleveur, l'entraîneur, le gérant de centre équestre, potentiellement le vétérinaire, le maréchal, on se heurte à d'autres complexités. Donc voilà, il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. On va lancer avec le Conseil des chevaux de Normandie une étude sur justement comment on peut lever ces freins, ces limites, et en tout cas les prendre en compte pour faire avancer les choses. L'autre point, c'est le manque de recul, manque de data scientist aussi. Moi, je me demande toujours quand, ok, c'est bien, on va accumuler beaucoup de données. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude réellement scientifique qui prouve effectivement si j'ai un pic de 1 ou 5%, qu'est-ce que ça signifie ? On a très très peu de recul au final. On met des objets connectés sur le marché avant même que les études scientifiques soient sorties. Donc ça pose vraiment des questions sur l'interprétation et la fiabilité des données qu'on peut apporter une fois qu'elles sont interprétées. Donc ça, je pense que vraiment, il est temps que la recherche s'accapare aussi ces outils pour arriver à avancer. Il y a l'aspect réglementation, la réglementation sur la protection des données, réglementation sur... alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la puce d'identification du cheval. Aujourd'hui, cette puce, elle est tellement normée qu'il est quasi impossible de la faire évoluer sans faire bouger la norme. C'est-à-dire que cette puce, on peut espérer demain qu'elle soit communicante et qu'on puisse lui envoyer des infos dessus. Sauf que les normes auxquelles elle répond ne permettent pas ça. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir, pendant un moment, je pense, à la fois notre puce d'identification et certainement une seconde puce sur laquelle on va pouvoir mettre des informations et sur lesquelles elle va pouvoir émettre. Voilà. Et enfin, on a clairement des limites techniques et technologiques aujourd'hui. Ça qui sont communes à l'ensemble, je pense. La couverture du réseau, on parle d'animaux, on parle d'espaces ruraux. La 3G, la 4G, même à Castres, c'est compliqué. Donc vous imaginez bien, quand c'est au fin fond des montagnes, pour aller voir les contois ou autres, ça se fera pas comme ça. Sauf que c'est clairement essentiel. Il y a l'aspect énergie. Ce matin, ça a été cité, les nouveaux moyens, de nouvelles piles pour ces batteries, parce qu'une fois qu'on a intégré une puce électronique dans le cheval, un cheval, ça vit 25-30 ans quand tout va bien. Pour l'instant, on n'a pas de piles qui tiennent en fait la durée. On a toutes les problématiques de miniaturisation, un peu d'anthropomorphisme. On a réussi à faire accepter aux gens de mettre un grain de riz dans la peau sous la peau du cheval. Quand il faudra mettre une puce qui fait 3 cm de long et 1 cm de large, les freins seront tout autres. Voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et tout ça, mais comme dans le milieu agricole, on évolue dans un milieu complexe avec effectivement des pH, des animaux qui sont lourds, qui peuvent écraser, qui sont violents, qui peuvent mordre, des capteurs, voilà. Donc c'est pas aussi simple que sur l'athlète où on lui dit tiens, on te pose ça et puis tu le touches pas, tu vas être sympa, ton taux de lactate va se faire tout seul et tu reviens dans 1 heure. Sur un cheval, ça se passe pas tout à fait comme ça. Pour autant, on a quand même un vent d'optimisme et il y a beaucoup de choses qui se développent et c'est tant mieux. Après, voilà, nous, les points de vigilance et les facteurs clés de succès qu'on estime, notamment et qu'on discute avec les startups, c'est en premier lieu penser usage, ne pas penser techno. Voilà, c'est hyper important. Alors, on n'a pas trop de mal dans notre milieu, puisqu'en général, les créateurs d'entreprises, c'est des anciens cavaliers, donc ils pensent à leur usage. Mais ce qui est important, c'est qu'ils arrivent aussi à prendre en compte les usages des autres. Est-ce que c'est un usage purement personnel? Est-ce que ça se réplique? Est-ce que ce qu'il a lui ressenti dans les sports équestres, ça se fait aussi dans le milieu des courses? Voilà, pour avoir un marché suffisant. Primordial, consulter rapidement les professionnels. Et là, j'avais dit de tout ordre selon le projet. Ça peut être aussi bien l'éleveur, le centre équestre, le vétérinaire. Voilà, en tout cas, toujours est-il que clairement, nous, on pense qu'il ne faut pas oublier les hommes. C'est ce qu'on disait, encore une fois, on l'a dit depuis le début de ces universités d'été, c'est les outils numériques viendront en complément de l'observation humaine. Nos métiers vont évoluer, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas vouloir nous remplacer, ça c'est clair. Enfin,
Ça sous-entend également dans les travaux qu'il faut bien associer les entreprises, les chercheurs, la formation. Ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si vous sortez des données, ok, vous allez les récupérer, mais si scientifiquement elles n'ont pas été prouvées, comment vous allez pouvoir le commercialiser? Je me pose bien. Intégrer les problématiques de réglementation, et au plus tôt. C'est-à-dire que c'est malheureusement trop souvent le cas où on développe, et après on passe à la réglementation. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il faut tout détruire. Et sauf qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et malheureusement, ça fait capoter pas mal d'entreprises. Donc, il faut mieux les prendre. Il faut mieux pas se cacher, mettre la tête dans le sable. C'est pas une bonne technique. Il faut mieux les affronter. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner sur cet axe-là. Ma vision personnelle, c'est que le cheval n'a pas vocation à devenir bionique. Donc aujourd'hui, on voit tout un tas de capteurs. Voilà, c'est bien. Attention que ce ne soit pas que des gadgets et que demain, notre cheval soit juste farci de ces capteurs-là. Et enfin, et ça on le voit, alors peut-être pas sur la partie IoT, mais plus sur la partie plateforme, application, c'est quel est le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les entreprises, les startups qui viennent nous voir, il y en a beaucoup trop qui pensent d'abord à ce que ça va être technologiquement et tout ça, et qui ne voient pas du tout comment ils vont gagner leur vie avec. Sauf que dans les faits, on leur pose la question, enfin, oui, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, à un moment, il faut y penser et il faut l'intégrer aussi le plus tôt possible. Voilà. Voilà les grandes lignes que je voulais vous indiquer sur la filière équine et puis un peu sur ma vision dont on accompagne les startups.